Channel 2 que ce dernier n'appartenait ni à l'État islamique ni au mouvement islamique. Voilà, tout de suite, on passe à la Libye. L'actualité, c'est aussi certainement la Libye. Hier, l'Égypte a accueilli la conférence des pays voisins de la Libye. Voilà, donc un pays déchiré par, certainement par la violence, le chaos et les rivalités. Là, il faut rappeler que l'Égypte a souhaité organiser des pourparlers directs entre les principaux dirigeants des institutions se disputant le pouvoir en Libye voisine. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie, Sameh Choukri. Je vous laisse avec les détails et ce commentaire signé d'Alia Kara, mais on se retrouve juste après pour plus de détails et de précisions concernant le dossier libyen. L'Égypte souhaite organiser des pourparlers directs entre les principaux dirigeants des institutions se disputant le pouvoir en Libye voisine, a annoncé samedi le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri. Monsieur Choukri s'exprimait au Caire à l'issue d'une nouvelle réunion diplomatique des pays voisins de la Libye plongés dans le chaos et déchirés par des rivalités opposant ces différentes milices et tribus depuis la chute en 2011 de Muammar Kadhafi. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir. D'un côté, le gouvernement d'union nationale, le GNA, basé à Tripoli, est reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et s'appuie sur le parlement élu de Tobrouk. Ce parlement a apporté son soutien à l'armée nationale libyenne, l'ANL, autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar, qui conteste le GNA, mais est soutenu par plusieurs pays arabes comme l'Égypte, les Émirats arabes unis ou encore la Jordanie. Les autorités égyptiennes ont récemment reçu les représentants de ces autorités rivales, le chef du GNA, Faiz Sarraj, le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Salah, ainsi que le maréchal Khalifa Haftar. Nous concentrons notre action pour réunir les dirigeants libyens autour d'un dialogue direct pour renforcer la confiance et la compréhension et trouver une vision commune entre eux, a souligné M. Choukri lors d'une conférence de presse. La volonté d'organiser cette réunion est là, sa date sera décidée en fonction des engagements des dirigeants libyens, a-t-il souligné, à l'issue des discussions comprenant notamment des représentants d'Algérie, de Tunisie, de Libye et du Niger, mais aussi l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler. Dans un communiqué, les pays voisins de la Libye ont rejeté toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes, appelant le Parlement de Tobrouk à accorder sa confiance au GNA. Le Parlement de l'Est est la seule institution légitime qui peut adouber officiellement le gouvernement d'union sur la base de l'accord interlibyen signé au Maroc en décembre 2015, mais ce vote n'a jamais eu lieu. Sur le terrain en Libye, deux forces militaires principales se distinguent, chacune liée aux autorités politiques rivales. Les groupes armés de Misrata dans l'ouest qui formaient l'essentiel des forces ayant chassé le groupe Daesh de Sirte au nom du GNA. Et l'armée nationale libyenne, l'ANL, du maréchal Haftar qui mène depuis plus de 2 ans des combats contre les groupes terroristes dans la partie orientale du pays, notamment à Benghazi. Mais les alliances politico-militaires peuvent être très fluctuantes dans ce pays riche en hydrocarbures. M. Choukri avait averti que malgré les victoires remportées récemment dans la lutte contre le terrorisme à Benghazi ou encore à Sirte, le terrorisme ne sera éradiqué de manière définitive en Libye qu'avec une solution politique. Par ailleurs, le chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a rencontré vendredi 20 janvier au Caire le chef d'état-major de l'armée égyptienne, le lieutenant-général Mahmoud Hagazi. Les deux hommes ont discuté des évolutions en Libye et des résultats des entretiens des responsables libyens au Caire. Le maréchal Khalifa Haftar a demandé aux responsables égyptiens de soutenir les efforts destinés à renforcer l'unité nationale en Libye et prôner d'eux-mêmes l'essor des relations bilatérales entre Libyens et Égyptiens. Haftar a ensuite rendu hommage aux actes de dévouement des forces de l'armée nationale libyenne dans la lutte contre le terrorisme. Il a également déclaré que les parties libyennes étaient prêtes à s'asseoir à la table d'un dialogue national sous la supervision de l'Égypte, disant qu'un tel dialogue pourrait aider le pays à sortir de la crise, épargner la vie de la population civile, mettre un terme aux effusions de sang et rétablir un climat de confiance en Libye.
Bonsoir. Donc, à peine il a prêté serment le vendredi 20 janvier que le président américain, le nouveau président américain, le 45e président américain Donald Trump a voulu se mettre au travail avec la signature d'un nombre d'accords, mais surtout d'un premier décret. Et en coulisses, son équipe a mis à jour le site de la Maison-Blanche. Là, on peut rappeler que dès son premier jour de mandat, le nouveau président des États-Unis a multiplié surtout les annonces pour respecter ses promesses de campagne. Ceci certainement intervient alors qu'il faut rappeler qu'il a entamé aussi son mandat avec des manifestations massives d'opposants et de nouvelles attaques contre les médias. Donc nous allons parler du nouveau président américain et donc des États-Unis sous Donald Trump. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Amr Hamed. Bonsoir Dr Amr Hamed. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Académie arabe des sciences et des technologies. Vous êtes le bienvenu. Donc on commence justement avec les manifestations. Donc il a commencé son mandat avec des manifestations dans plusieurs coins des États-Unis, mais avec aussi des attaques contre les médias. Comment voyez-vous le premier jour, les premières heures de Donald Trump après avoir prêté serment? Bon, l'apparition du président Donald Trump a causé beaucoup je ne veux pas dire des problèmes, mais plus ou moins des défis. Oui. Pardon. Merci. Pas seulement pour les Américains, mais pour le monde entier. Oui. Si vous voulez examiner la scène du point de vue égyptien, je ne sais pas pourquoi on donne cette importance au changement du président des États-Unis. Parce que si vous vous rappelez, depuis 8 ans, on avait la même expérience avec le président Obama et les Égyptiens nous étions très, comment dire, enthousiastiques avec Obama, le changement.
l'apparition d'Obama, qui est venu en Égypte, si vous vous rappelez, pour visiter. Il avait des photos avec le président, et il est allé visiter les pyramides, il a donné son discours à l'université du Caire, et tout c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que Obama a fait pour l'Égypte ou pour les Égyptiens après 8 ans? Maintenant, on fait la même chose. On répète la même chose avec Donald Trump. Le problème, c'est que le premier jour, après son prestation de serment, il a commencé, si vous vous rappelez, comment il regardait, son visage même, quand il a commencé son discours depuis le premier jour. Il a commencé d'une manière très agressive, si vous voulez, pas seulement contre le média, comme vous venez de dire, mais même contre tous les régimes américains précédés à lui-même. Et ça, pour moi, c'était une scène plus ou moins comique, parce qu'il y avait derrière lui, il y avait Obama, et il y avait aussi Hillary Clinton et Clinton, il y avait les deux Bush, il y avait Carter. Il a commencé par plus ou moins détruire tous les régimes américains précédents à lui-même, d'une manière qui est très agressive. Mais ça, c'est un problème pour les Américains. Mais de point de vue oriental, de point de vue Moyen-Orient, de point de vue Égypte, il était très agressif contre les musulmans. Parce qu'il a utilisé la terminologie radical islamic terrorisme. N'est-ce pas, il est revenu après sur ces paroles. Donc là, il faut préciser voilà, un certain détail. Lorsqu'on parle de Donald Trump, tout le monde insiste sur un fait, c'est que les États-Unis ont leur politique vis-à-vis du monde étranger, vis-à-vis du Proche-Orient. Et voilà, ça c'est une politique traditionnelle qui ne va pas changer, qui ne change pas, qui ne va pas changer. Ce qui peut un petit peu changer, c'est la politique américaine à l'intérieur. Et là, on peut justement parler du premier décret qu'il a signé et qui concerne Obamacare, voilà, donc, où ce nouveau régime donc, établi par Barack Obama et qui concerne voilà, la sécurité sanitaire aux États-Unis. Voilà. Donc comment voyez-vous justement cette première décision ou ce premier décret? Bon, mais encore une fois, ces sujets sont des sujets internes pour l'Amérique. Oui. Mais ce qui est important pour nous n'est pas les sujets internes. Oui, c'est plus ou moins... C'est-à-dire, on va parler de tout, mais ce qui vous concerne, mais... pourquoi je me suis arrêtée là? Justement pour commencer avec ce que avec Donald Trump a commencé lui-même, c'est-à-dire la première chose, ça concernait certainement les États-Unis. En ce qui concerne l'Égypte, le Proche-Orient, la position américaine vis-à-vis des dossiers internationaux, comme on vient de le dire, ça ne change pas. On va certainement en discuter, mais justement, j'ai voulu commencer avec ce qui est symbolique dans... Ce qui est symbolique pour l'Amérique, il a dit quelque chose qui est très important pour l'Amérique. Il a dit Buy American, hire American. Acheter des produits américains et embaucher les Américains. Ça, ok, ça vous pouvez appliquer ça pour n'importe quel pays du monde, pas seulement pour l'Amérique. Oui. C'est toujours, on doit toujours encourager nos produits domestiques et on doit toujours encourager la population de notre pays. Alors, c'est ce qu'il veut appliquer pour l'Amérique. C'est la même chose pour n'importe quel pays. Mais le problème avec un pays comme l'Amérique, vous ne pouvez pas du tout, le plus grand pays du monde du point de vue économique et du point de vue militaire et du point de vue politique, ne peut pas se séparer du reste du monde. Oui, si vous voulez dire acheter et embaucher domestiquement
Vous pouvez appliquer ça pour l'Égypte, pour l'Espagne, pour un des pays moyens ou un des pays qui n'est pas un grand pays. Mais pour un pays comme l'Amérique, on ne peut pas appliquer quelque chose comme ça. On peut pas. Le président de l'Amérique, le régime américain ne peut pas séparer le plus grand pays du monde du reste du monde. Il parle maintenant explicitement, il parle du système de protéger l'économie américaine du reste du monde. De mon point de vue, je ne peux pas comprendre comment l'Amérique veut se séparer du reste du monde. Si les Américains ou les États-Unis ne veulent pas se séparer du monde, aujourd'hui, on peut justement parler du Moyen-Orient, mais plus précisément d'Israël. Les territoires palestiniens occupés, Israël, ça c'est un dossier épineux. La position des États-Unis vis-à-vis d'Israël est historique, traditionnelle. On connaît tous le soutien qu'accordent les États-Unis à Israël. Aujourd'hui, dans cette phase très critique, avec une, je ne sais pas comment dire, mais une colonisation encore plus étendue, plus importante, les Israéliens qui donnent leur feu, Benjamin Netanyahou, qui donnent le feu vert pour la construction de plus de colonies dans les territoires palestiniens occupés. Comment est-ce que là, est-ce que ça vous donne une certaine indication vis-à-vis de la politique de Donald Trump vis-à-vis du Proche-Orient? La politique de l'Amérique envers Israël ne va pas changer. La politique de l'Amérique envers Israël, c'est le même depuis les vingtaines d'années passées, ou même plus que 20 ans passés. Je crois que sous le régime de Donald Trump, ça va continuer le même. Le problème n'est pas entre l'Amérique et Israël, parce que comme je viens de dire, ça va continuer. Le soutien de l'Amérique, soutenir Israël, ça c'est un des piliers du politique américain. On ne va pas changer ça. Mais ce qui est vraiment en question, c'est pour le reste du Moyen-Orient. Est-ce que ça va changer ou non? La Syrie, la Libye. La Syrie, la Libye, c'est pour cela que je veux bien prendre la cotation de ce qui est. Quand il parle le monde, que le monde civilisé doit se réunir contre le terrorisme islamique radical. Pour nous, comme pays du Moyen-Orient, si vous parlez de terrorisme, bien sûr, on est tous contre le terrorisme. Voilà, on va revenir à ce point, mais justement, avant justement de parler avec plus de précision de ce point, nous avons en ligne, en direct, Dr Saïd Zulfaqar. Bonsoir, Dr Saïd Zulfaqar. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Vous parlez un peu plus fort parce que je vous entends mal. Bonsoir, Dr Saïd Zulfaqar. Voilà, merci, bonsoir. Voilà, on parle justement de Donald Trump après avoir prêté serment. Comment voyez-vous le monde sous les États-Unis avec un nouveau président, Donald Trump? Le monde n'est pas très content, je crois. Vous avez bien vu toutes les manifestations qui se passent un peu partout dans le monde. C'est le président qui vient d'être élu le plus impopulaire de toute l'histoire des États-Unis, l'histoire contemporaine des États-Unis. C'est un homme qui n'a même pas la majorité de la population avec lui, puisqu'il y a près de 3 millions de votes qui ont été en plus avec sa concurrente. Oui. Donc c'est grâce au système assez archaïque de l'élection américaine qui permet à un président d'être minoritaire dans le pays et d'être majoritaire avec le nombre de candidats, ce qu'ils appellent les electors, les superior electors. Bon, c'est un homme qui est tout à fait inconnu sur le plan politique. On ne peut pas prédire ce qu'il va faire. C'est un homme qui n'a pas d'expérience, ni politique, ni dans les affaires étrangères, et dont
ces idées politiques ne sont que des slogans, si vous voulez. Jusqu'à présent, les personnes qu'il a nommées autour de lui, aucun n'a une expérience politique. Le ministre des Affaires étrangères, Tillerson, est le directeur de Exxon, qui est la plus grosse compagnie pétrolière. C'est vrai qu'il a nommé 2 généraux comme ministre de la guerre et ministre de National Security. Ce sont des gens très anti-musulmans, l'un et l'autre. Le général Mattis, on l'appelle the mad dog, le chien fou. C'est un homme qui a eu des déclarations en Afghanistan, en Irak, qui étaient très anti-musulmanes. Vous avez le général Michael Flynn, qui était l'ancien directeur des services secrets militaires, qui également n'a pas un track record, comme on dit, des antécédents pro-musulmans. Ce sont des gens dangereux, si vous voulez, sur le plan de la politique, parce qu'ils n'ont aucune expérience politique. Puis la personne qu'il a nommée comme ambassadeur en Israël, c'est son avocat spécialiste dans les banqueroutes, du dénommé David Friedman, qui est un des financiers des colonisations en Israël. Son Middle East, il y a deux conseillers pour le Moyen-Orient. L'un, c'est son beau-fils, qui est un juif américain, mais très pro, dont le père est un des financiers également de la colonisation. Et l'autre, M. Greenblatt, est également quelqu'un qui finance la colonisation. Donc sur le plan de la politique étrangère qui nous concerne, nous, le Moyen-Orient, nous sommes dans une période qui risque d'être extrêmement dangereuse. D'autant plus qu'il a fait une déclaration tout à fait ridicule qu'il veut déchirer la convention ou le traité qui a été signé avec l'Iran. Il oublie que ce traité est signé par 5 autres pays. C'est pas l'Amérique qui peut le déchirer. Il faut se mettre d'accord avec le reste du monde. Alors ces déclarations contre l'Europe également, où il pense que l'Union européenne est dépassée, qu'il fait une autre déclaration ridicule où il appuie le Brexit, le départ de la Grande-Bretagne de l'Europe, et qu'il prévoit et prédit d'autres pays vont suivre. Ce n'est pas quelqu'un de responsable qui fait des déclarations pareilles. Or ici en Égypte, on l'aime parce qu'il a dit que les frères musulmans font partie des terroristes, mais ça veut rien dire tout ça. Et puis que l'Amérique les déclare comme terroristes ne changera rien à la donne. En Égypte, nous avons quand même plusieurs millions de gens qui ont voté pour le président. On ne peut pas les mettre tous comme des terroristes. Oui. Justement, Dr Saïd Zulfikar, un homme inconnu sur le plan politique, voilà, avec des déclarations déjà assez dangereuses, comme vous venez de les dire, depuis les débuts en fait de sa campagne électorale. Voilà, est-ce que s'il est inconnu sur le plan politique, avec toutes ces déclarations, avec même un premier décret qui concerne le système Obamacare pour lequel beaucoup d'Américains étaient pour, donc est-ce que c'est assez significatif? Est-ce qu'on peut prévoir donc de nouvelles mesures concernant notre monde, le Moyen-Orient? Nouvelles certainement, puisqu'il est extrêmement pro-israélien. Il veut transférer son ambassade à Jérusalem, ce qui détruirait tout ce qui a été fait depuis 50 ans pour essayer de résoudre le problème. Donc, bien entendu, c'est très dangereux, ces déclarations qu'il a faites de vouloir transférer, et puis de dire l'ambassade à Jérusalem, et puis de prétendre que la colonisation n'est pas un obstacle à la paix, qu'il encourage les Israéliens. Ce sont des slogans qu'il a fait quand il était candidat, pas depuis qu'il est président, où il encourageait les Israéliens à continuer la colonisation. C'est scandaleux. Alors, ce monsieur ne peut pas être pris au sérieux jusqu'à présent. Voilà, même avec les déclarations qui concernent le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Oui, voilà. C'est scandaleux. Voilà. C'est pas quelqu'un de responsable qui parle. Or, d'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a 2-3 jours, le chef de la CIA, des services secrets américains, avait déclaré sur Fox News, avait fait une déclaration où il disait que le président doit mesurer ce qu'il dit, qu'il doit pas dire n'importe quoi publiquement. L'ancien chef, parce qu'il a dû être envoyé depuis hier, ce n'est plus lui qui est chef de la CIA, mais M. Brennan a fait une déclaration disant que le futur président devrait mesurer son langage.
Voilà. Aujourd'hui, les États-Unis, qui étaient toujours un modèle du savoir et pour comment justement mettre les bonnes personnes dans le bon endroit, est-ce qu'avec l'arrivée au pouvoir d'un président méconnu sur le plan politique, est-ce que c'est aussi significatif pour un nouveau pays, une nouvelle ou des États-Unis assez nouveaux pour le monde? Est-ce que les Américains même vont continuer avec un président qui peut ne pas être très compétent sur le plan au moins politique? Enfin, il n'est pas compétent du tout, mais pas moins compétent, il n'est pas compétent du tout. Voilà. Mais c'est pas ça, c'est qu'il s'est entouré aussi de milliardaires. C'est le capitalisme sauvage que vous allez voir. Quand il parle d'obliger le Mexique à payer 4 ou 5 000 kilomètres de murs qu'il veut construire, c'est de la bêtise. Ça. Depuis quand on oblige son voisin, et un mur qui ne sert absolument à rien, parce que les 30 ou 35 millions Mexicains qu'ils ont chez eux sont des producteurs, c'est pas des oisifs, ce ne sont pas des gens sans travail, la plupart travaillent. Or, de faire ce genre de xénophobie, d'anti-islamisme et d'anti-étranger, ce n'est pas de cette manière qu'on gère le monde. Vous savez que déjà les Européens sont extrêmement déçus des résultats. Vous avez bien vu toutes les manifestations qui ont eu lieu dans le monde entier. Mais ce qu'il dit sur Mme Merkel, ce qu'il dit sur d'autres, et qu'il encourage la Hollande de quitter l'Europe, c'est d'irresponsabilité. Moi, je ne pense pas que ce monsieur va pouvoir terminer ses 4 années. Il sera d'une manière ou d'une autre, où il sera éliminé. Voilà, donc nous n'avons qu'à rester, à attendre un job de ses conseillers et donc justement pour savoir s'il va continuer son mandat ou non. Je vous remercie infiniment, Dr Saïd Zulfaqar, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Je reviens à vous, Dr Amr Hamed. Justement, comme vient de le dire Dr Saïd Zulfaqar, est-ce que vous pensez qu'il peut ne pas continuer son mandat, les 4 ans? Bien sûr. Je ne sais pas combien, peut-être moins que... Je ne sais pas, mais je vais vous dire quelque chose que peut-être c'est un peu de mon point de vue, c'est sérieux. Mais peut-être de votre point de vue, c'est pas très sérieux. Je crois qu'il ne va pas rester au poste pour plus que quelques mois. Quelques mois encore. Vous pensez, oui, avec aussi peut-être ces manifestations, on parle de 2 millions peut-être de personnes, surtout des femmes qui ont participé hier aux marches, par exemple, des femmes organisées à travers le pays pour la défense des droits civiques et contre Donald Trump. De toute façon, tout de suite, nous allons justement vous proposer un commentaire sur le dossier. Là, je rappelle qu'à peine il a prêté serment vendredi 30 janvier que le 45e président des États-Unis, Donald Trump, a voulu se mettre au travail avec la signature d'un premier décret et en coulisses, son équipe a mis à jour le site de la Maison Blanche. Dalia Karam. Dès son premier jour de mandat, le nouveau président des États-Unis a multiplié les annonces pour respecter ses promesses de campagne. Donald Trump a prévenu l'heure de l'action a sonné, martelait-il vendredi lors de son discours d'investiture de 45e président des États-Unis. Dès son entrée à la Maison-Blanche, le nouveau chef d'État américain a donc voulu prouver qu'il allait tenir parole. Devant les caméras, il a signé un décret symbolique contre la loi sur l'assurance santé Obamacare. C'était l'une de ses grandes promesses de campagne. Pour l'instant, ce décret ne vise qu'à minimiser le poids financier de la loi avant son abrogation, a précisé le secrétaire général de la Maison-Blanche. Cette loi de 2010, au nid des conservateurs en raison de son coût et de sa lourdeur administrative, vise à aider tous les Américains à souscrire à une couverture maladie. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014, elle a déjà fourni une couverture santé à 20 millions de personnes. Mais la loi ne peut pas être effacée d'un coup de plume. Le Congrès à majorité républicaine devra voter selon un calendrier qui n'a pas encore été annoncé. Dans le détail, le président ordonne à son administration d'utiliser toutes les marges de manœuvre possibles pour ne pas appliquer la loi actuelle via des exemptions et des reports. Un second texte, un mémorandum, a été signé par le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, ordonnant un gel général des réglementations fédérales jusqu'à qu'un nouveau ministre nommé par Donald Trump les approuve. En fin de journée, le Sénat a aussi confirmé à de très larges majorités les 2 premiers ministres du gouvernement Trump.
Les généraux à la retraite, James Mattis à la défense et John Kelly à la sécurité intérieure. Ils ont prêté serment dans la foulée à la Maison-Blanche. Autre annonce importante, les États-Unis vont abandonner leur politique de réduction des énergies polluantes et reprendre le forage du pétrole et gaz de schiste dans le but de créer des emplois et payer la rénovation des infrastructures publiques, a déclaré la Maison-Blanche. Sur le climat, le président Trump s'engage à éliminer les politiques non nécessaires et nuisibles, tels le plan d'action pour le climat et les eaux mis en place par Barack Obama, indique un texte posté sur le site de la Maison-Blanche sitôt le nouveau président républicain investi. La Maison-Blanche a également souligné que le forage des gaz et pétrole de schiste allait reprendre aux États-Unis dont les réserves sont estimées à 50 000 milliards de dollars en valeur. Enfin, toujours selon la Maison-Blanche, les États-Unis quitteront l'accord nord-américain de libre-échange ALENA s'ils n'arrivent pas à le renégocier. L'ALENA, entrée en vigueur en janvier 1994, associe les États-Unis, le Canada et le Mexique dans une vaste zone de libre-échange. Il fait partie des cibles privilégiées de Donald Trump, qui l'accuse d'avoir encouragé l'exode d'emplois manufacturiers américains vers le Mexique. Selon les statuts de l'accord, l'une des parties peut notifier aux autres son intention de le quitter, ouvrant alors une période de 180 jours pour entamer de nouvelles négociations. Si aucun nouvel accord n'est conclu, l'ancien est alors dissous. La Maison-Blanche a également fait part de l'intention des États-Unis de se retirer du traité de libre-échange transpacifique, tout juste négocié entre l'administration Obama avec 11 pays de la région Asie-Pacifique, sauf la Chine, et pas encore ratifié par le Congrès américain. Voilà, donc de retour et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aussi Dr Chéline Sebet. Bonsoir Dr Chéline Sebet, vous êtes membre de la campagne électorale de Donald Trump en Floride. Voilà, ça c'est une expérience qu'on aimerait bien savoir et connaître. Voilà. Racontez-nous un petit peu de votre campagne, de votre participation à cette campagne électorale. D'accord, j'étais une assistante pour le Dr Ashley Ansara à Orlando et il m'a demandé de l'aider, de convaincre les islamistes et les arabes, tous les arabophones, et c'est ceux-ci qui ont des cultures arabes, d'accord. À Orlando. À Orlando. Nous avons beaucoup des voisins. Où j'habite à Orlando, il y a presque 6 maisons avec des 6 familles qui viennent de l'Égypte. Ils sont arabes. Et il y a plein d'Américains d'origine arabe et d'origine égyptienne qui vivent autour de nous. Alors, seulement parce que ces gens m'aiment et me croient, il fallait que il m'a demandé que je leur dise ce que je vois à Donald Trump. D'accord. C'est-à-dire que vous-même étiez vous avez été convaincu par la politique ou les idées de Donald Trump. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. En vivant en Amérique, j'ai touché la vérité. D'accord. En vivant en Amérique, si tu ne travailles pas trop dur et si tu ne fais pas chaque chose trop dure, tu ne peux pas survivre. D'accord. Et en plus, en 2012, j'avais j'étais dans une session entre Romney et Obama et j'ai entendu pour la première fois comment Obama il a dépensé plein de millions et des milliers de dollars pour une sorte de point de vue, d'accord. Mais en tout cas, il n'a pas fait attention d'éducation, il n'a pas fait attention de niveau des Américains. D'accord. Alors, en vivant en Amérique, j'ai touché la vérité de la vie américaine. Sur le terrain, vrai terrain en Amérique, le chômage est partout. D'accord. C'est-à-dire que vous avez été convaincu par les idées de Donald Trump concernant l'amélioration du niveau de vie des Américains et en ce qui concerne voilà, sa vision ou ses idées concernant le Moyen-Orient, les Arabes et donc cette confusion peut-être entre extrémisme et islamisme. Laissez tomber ces deux termes maintenant. Ah bon? Oui, laissez tomber ces deux termes. Le seul terme qui m'a convaincre de ce bonhomme, c'est la jobs. Quand il a dit le mot jobs, j'ai dit c'est ça notre gars. D'accord. En tant qu'Américain.
C'est-à-dire que vous parlez maintenant en tant qu'Américaine. Moi, je ne suis pas américaine, voilà. Mais je vis là-bas, j'ai une maison là-bas, ma famille reste là-bas, j'ai plein des amis là-bas. Mais moi, j'ai déjà touché la vérité dans la vie là-bas. Le chômage est partout. Tout le monde... C'est-à-dire que vous trouvez qu'il est bien pour les Américains. Donc, retour à vous. Mais à la fin, il est un businessman. Bien sûr, il va faire ce truc-là. Il va avoir une culture. Concernait, en fait, ça concerne surtout l'Obamacare, le système Obamacare pour lequel le président américain sortant, Obama, a beaucoup travaillé, il a défendu, ainsi que des millions, voire d'Américains. Aujourd'hui, lorsqu'on parlait, Dr Amr Hamed, justement, d'un nouveau monde, et justement lorsqu'on parlait juste à la suite des précisions de Dr Saïd Zulfaqar qui parlait de Donald Trump qui peut ne pas continuer son mandat. Il a qualifié ses déclarations d'irresponsables. Il a fait des déclarations selon Dr Saïd Hamed irresponsables. Donc concernant le monde, concernant le Proche-Orient, peut-être concernant pas mal de sujets. En ce qui concerne les dossiers critiques pour nous au Proche-Orient, la Libye, la Syrie, comment voyez-vous les prochains jours? C'est très difficile de dire qu'est-ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire que le régime de Donald Trump sera plus ou moins contre le Moyen-Orient en général. Pas seulement la Libye, bien sûr, l'Irak, le Yémen, la Syrie, bien sûr. Il a déclaré quand même qu'il est contre, pas contre, mais qu'il va concentrer sur l'Amérique seulement. Et le reste du monde, il vient après. C'est pour cela qu'il a été élu, de toute façon. Bien sûr. Bon, il a été élu, mais quand Dr Zulfaqar vient de dire c'est la première fois que le président élu en Amérique gagne par... C'était très difficile. Alors, le problème, encore une fois, c'est qu'il n'était pas, et peut-être... je ne suis pas pour Hillary Clinton. Je suis contre Hillary Clinton. Mais je suis aussi contre... Quel était le choix? Pardon? Quel était le choix alors? Alors le choix, c'est bien sûr, mais son premier discours était très agressif contre tout le monde. C'est ça la culture du businessman là-bas. Mais il n'avait pas même la diplomatie, voilà. Et la sagesse. La diplomatie, la sagesse, même, je peux dire, la politesse. De toute façon, nombreux sont d'accord sur ce détail, sur ce point en particulier. Mais donc là, il faut aussi rappeler que c'est presque la fin de nos émissions en française, pas seulement de cette édition de direct. Il ne reste qu'à vous remercier, vous deux, mes invités. Certainement, il faut attendre les prochains jours, les prochains mois, pour justement voir comment vont se dérouler voilà, justement les décisions ou comment l'actualité va se dérouler aux États-Unis et l'impact aussi sur les dossiers arabes et les dossiers du Proche-Orient. Merci beaucoup à vous, Dr Amr Hamed. Je répète que vous êtes professeur d'économie. Merci aussi à vous, Dr Shireen Sebet. Vous êtes membre de la campagne électorale à Hollande. Merci beaucoup à vous les deux, madame, monsieur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.